Mesdames, Messieurs, je vous souhaite à tous la bienvenue, chers membres également, bien sûr. Nous avons ce soir l'honneur d'accueillir Blaise Raymondin pour notre conférence mensuelle, dont le sujet sera la vision ou sa vision du digital marketing dans l'avenir. Et je laisserai Victoria Marchand, également, qui a également répondu présente à notre invitation, présenter Blaise et également animer un petit peu la soirée tout à l'heure. Alors, ce soir, on va laisser la parole à Blaise. Alors, Blaise est né geek, est devenu consultant en digital marketing. C'est un sacré défi. Ce que je peux vous dire, c'est que je reviens d'une conférence aux États-Unis. Je souhaite que vous y alliez. South by Southwest, c'est la meilleure conférence au monde. Le défi, après avoir lancé plein d'applications chaque année, le défi cette année, et c'est vraiment la question partout sur l'humanité, sur le globe, c'est comment est-ce qu'on intègre tous ces outils aujourd'hui et comment est-ce que de tous ces outils, on en fait quelque chose, on en fait de l'argent et quel est le ROI de tout ça. Et je peux vous dire que personne n'a vraiment la recette, c'est compliqué, c'est complexe, tu vas nous en parler. Alors bonsoir. Petite seconde. Voilà, alors ce soir c'est un petit voyage futuriste que je vous propose. D'abord j'aimerais remercier un jeune médiamaticien, Matthias Ungartner, qui a illustré ma présentation. Très sympathique de sa part, de l'ERACOM à Lausanne. J'adore ces illustrations futuristes. Ici, c'est une vision de 2010, des années 40-50. On s'imaginait nos années avec des cités futuristes, des voitures qui volent. Mais à notre époque, c'est un peu comme si le futurisme était mort, comme si on n'osait plus imaginer le futur. Rêver l'innovation. Pourquoi? Parce que tout va trop vite ou parce qu'elle se déroule devant nous chaque jour? En fait, le futur, il est déjà parmi nous. Il suffit peut-être tout simplement d'ouvrir les yeux pour commencer à le décrypter. J'utilise tous les jours les outils digitaux qui n'existaient pas il y a 10 ans pour aider mes clients à acquérir leurs propres clients. La veille technologique, c'est pour moi quelque chose de vital. Et c'est un petit peu mon message ce soir, c'est il faut anticiper, il faut se préparer. Et aujourd'hui, vous avez des outils à disposition formidables, les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, où vous pouvez suivre à peu près tout ce qui se passe très facilement, alors qu'auparavant, c'était une veille qui prenait beaucoup de temps, qui était compliquée. Aujourd'hui, on peut suivre, on peut anticiper ce qui va venir. Je vous propose de survoler ensemble quelques-unes des tendances technologiques des 10 ans à venir et de tenter d'apercevoir comment elles changeront notre quotidien et celui des consommateurs. Quelles opportunités et tendances vont logiquement émerger pour le marketing et dans quelle direction il devrait évoluer. Qui aurait cru au web que Google soit capitalisé aujourd'hui à 260 milliards de dollars avec 90% de revenus issus de la publicité sur un moteur de recherche? Parfois, il faut simplement y croire, et paradoxe de notre époque, il faut aussi du temps. Alors oui, ce soir, on va faire un petit peu de la science-fiction, mais de la vraie, pas celle dans les étoiles, mais celle du cloud. Une petite mise en garde avant d'entrer dans la machine à voyager dans le temps. Je vous partage là quelques visions assez personnelles. C'est ni une étude pour un client, c'est ni une thèse. Le futur du marketing digital, en fait, il est très incertain pour une raison très simple et très juste, en fait. C'est la question sur la protection des données personnelles. Vous allez voir, c'est central. C'est central dans l'évolution du digital marketing. Et il est clair qu'avec ce qu'on va découvrir, un George Orwell pourrait bien se retourner dans sa tombe s'il verrait un peu là où on va avec les données personnelles. Je suis personnellement un partisan de la régulation, mais pour des bonnes règles du jeu. Parce que si on n'a pas de régulation, les abus risquent
risque de nous emmener vers une interdiction totale de pratiquer notre métier et d'évoluer avec les possibilités du marketing digital. Donc cette question est évidemment fondamentale pour vos projets futurs, mais ce ne sera pas le sujet aujourd'hui. Alors, quel est le niveau, l'adaptation, le niveau d'adaptabilité de votre business? Donc, comme on peut le voir, il y a des compagnies qui n'ont pas survécu à l'ère numérique déjà. L'adaptation du business, ça dépend de notre capacité à comprendre comment les technologies influenceront les prises de décision et les comportements pour les transformer en avantages compétitifs. Malheureusement, la prise de conscience de ces changements, elle survient souvent trop tard. En résultat, les concurrents sont plus rapides que nous. On est poussé à des décisions impulsives et réactives plutôt que stratégiques. Dans le classement des top 1000 des sociétés entre 1973 et 1983, il y avait 35% de nouvelles entrées. Et dans les 10 ans à venir, en fait, c'est 75% de nouvelles entrées. Donc ça veut dire qu'il y en a, les 3/4 vont disparaître du classement des top 1000 dans les 10 prochaines années. Donc ça va très 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 vite, et on se rend bien compte que les sociétés qui vont être là, c'est celles qui auront su réagir sur leur business peut-être plus traditionnel, mais surtout celles qui auront su se créer de nouvelles opportunités. On n'a plus le temps de réagir aujourd'hui, ça va trop vite. C'est pourquoi il est temps d'aller mener la course en tête et d'anticiper. Alors, les nouvelles technologies, ça nous amène des nouveaux produits, des nouveaux modes de consommation, et puis forcément de nouvelles manières de faire le marketing. Alors, moi ce que je vous propose, c'est de regarder vers l'innovation. Dans ces 10 dernières années, pour moi, les 2 innovations les plus spectaculaires, c'est les drones et c'est les imprimantes 3D. Ce sont souvent d'ailleurs des applications qui sont dans un premier lieu d'ordre militaire, et bien malheureuses d'ailleurs. Mais quelles sont les opportunités business qui vont forcément découler de ces applications-là à 10 ans? Ça peut paraître peut-être un peu fantaisiste aujourd'hui de parler d'exploitation marketing des drones et des imprimantes 3D, mais qui sait si dans 10 ans, les drones nous livreront des colis de nos commandes e-commerce directement à la maison en 1 heure, ce qui est d'ailleurs une attente de certains marchés. Il y a des marchés qui ne peuvent pas envisager d'être livrés en e-commerce et d'attendre 1 journée pour être livrés. Typiquement, l'Asie du Sud-Est, pour eux, ils voudraient être livrés dans l'heure qui suit. Peut-être les drones sont une solution. L'événementiel a sûrement des perspectives incroyables pour l'utilisation des drones. Et je peux que vous recommander d'aller voir le sujet qui a été réalisé par Mise au Point la semaine passée, sujet qui démontre comment l'EPFZ développe des petites armées de drones qui travaillent ensemble. C'est absolument spectaculaire. Et voilà, là, on est complètement dans la réalité, mais on pense à la science-fiction. Donc, voilà. Et si Zalando offrait un jour un service pour imprimer ses chaussures à domicile avec les imprimantes 3D, ça paraît absurde, ça paraît fou. Elles seront pas alors des crocs. Hein. On est au Swiss Marketing, on peut parler des marques. Mais imprimer ces crocs, on tient le pari ce soir. 3 ans, je vous le dis. La machine pour imprimer les crocs. Merci, Victor. Oui. Malheureusement, encore une fois, la récupération militaire est déjà là. Il y en a qui impriment des composants de fusils automatiques. Voilà. Qui pense que d'ici 3 ans, le paiement via smartphone sera une commodité au même titre que la monnaie dans son portefeuille? 3 ans. Vous pensez? Dans 10 ans? Avant? D'accord. Dans 1 an. Très bien. En fait, c'est un peu paradoxal. Je suis d'accord avec vous,
Et j'ai trouvé des images qui me font sourire parce que, évidemment, c'est ce qu'on appelle des stock photos hein, qu'on trouve sur le web, des illustrations. Mais on voit que le sujet, il n'est pas d'aujourd'hui. Hein. On parlait déjà de e-cash avec les vieux Nokia il y a 10 ans. Hein. Et alors oui, je suis d'accord avec vous, c'est en train d'arriver, mais c'est toujours pas là. Et c'est toujours pas dans le dernier iPhone. C'est la technologie aujourd'hui la plus, semblerait-il, aboutie, ou celle qui devrait percer, c'est le NFC. Ok, on en parle beaucoup, elle n'est toujours pas là. Et c'est clair que cette technologie-là, elle va sans doute révolutionner des pans entiers du commerce, en tout cas le commerce de détail, le C2C comme on l'appelle, le commerce de particulier à particulier, hein, s'échanger de l'argent virtuel. Donc, pour nombre d'activités commerciales, ces changements se préparent au risque de les subir. Alors vous, votre pronostic, c'est dans moins de 3 ans. Peut-être que c'est votre panel qui vous fait dire ça. Mais finalement, combien sont-ils à déjà se préparer à ce pas-là, au niveau du retail. Et quand on n'est pas sur une opportunité, c'est peut-être qu'on est sur une menace. Si on pense aux disquaires, aux libraires, aux médias, ces industries n'ont pas forcément su anticiper à temps. Donc c'est un peu joli de dire ça arrive, c'est là, c'est quasiment là, mais à quel moment on commence à l'intégrer au niveau de la réflexion d'entreprise et de la réflexion produit? Donc les produits changent, les consommateurs aussi, en bref, tout change. Ce qui n'est pas nouveau, seulement ça s'accélère. Alors comment allons-nous générer cette demande? Est-ce qu'il est possible d'anticiper déjà un peu la journée d'achat de 2020? Aujourd'hui, le consommateur, il compare, il évalue, il se renseigne avant de passer à l'acte d'achat. Autant d'efforts pour déjouer les pièges commerciaux et les grosses ficelles qui fonctionnent de moins en moins. Petite représentation rapide, grosso modo, du schéma du commerce de détail de l'ère pré-digitale. C'était relativement simple. Des partenaires, du commerce de détail, des machines et des personnes dans le service. Voilà. Le drive-in. Alors, pour citer le CEO d'Imakina, une grosse agence, et son CEO assez inspirant, Brice Leblevenec, qui dit à cette époque-là, le marketing, ça se résumait à l'apprentissage d'un bouquin, le Kotler. Alors moi, je n'ai pas forcément connu ça parce que j'ai fait le chemin inverse, je viens du digital, mais je vois à peu près ce qu'il s'agit. Aujourd'hui, ça ressemblerait plutôt à ça. Le chemin ou le schéma d'achat multicanal, voire hypercanal, où on a le marketing, le retail traditionnel, le online, et tout ça se combine. Est-ce que toi tu vois la fin du retail? Comment est-ce que tu... Parce que le e-commerce va devenir de plus en plus une commodity. On va laisser le i de côté, comme le e-marketing. Mais bien sûr. Et d'ailleurs, ce qu'on appelle les pure players, ceux qui vendent uniquement en ligne, ils se sont rendus compte qu'ils avaient besoin d'un point de vente physique. C'est normal. Les gens ont besoin de toucher les produits, même si c'est de l'électronique. Ils ont besoin, à un moment donné, de discuter avec quelqu'un. On n'est pas tous fait la même chose. Lorsque c'est un premier achat, c'est pas la même chose que lorsque c'est un réachat. Le réachat online, on est à l'aise avec. Le premier achat, on n'est pas tant à l'aise que ça. Donc les pure players se sont rendus compte de ça, comme les autres, comme les brick and mortar, les players traditionnels, qui se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas le choix, qu'ils devaient être sur le web. Pourquoi? Parce que même en Suisse, je n'ai pas cette stat à vous montrer, mais c'est exactement ça, on s'est rendu compte que maintenant le parcours d'achat est absolument croisé. C'est-à-dire les gens vont commencer par une visite dans un magasin, ensuite ils vont aller se renseigner en ligne, ensuite ils vont regarder sur les réseaux sociaux, comparer, peut-être demander à des amis. Et en fait, c'est pas comme s'il y avait des canaux maintenant qui étaient disproportionnés par rapport à d'autres, c'est qu'on se rend compte que petit à petit, il y a autant de gens qui consultent leur mobile que
en premier lieu que ceux qui vont d'abord sur l'Internet ou le magasin. Enfin, tout ça se formalise, s'aplatit pour devenir plus qu'un. Donc c'est clair qu'on peut laisser tomber le I de e-commerce, on peut laisser tomber aussi le digital, le I de marketing. Je crois qu'on va simplement intégrer tous ces composants comme un tout. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est plus une question d'être local ou global, online ou offline, justement. C'est un petit commerçant ou un grand détaillant, ou même un particulier, ils ont les mêmes problèmes. Sur eBay, les particuliers, ils sont en compétition avec les grosses sociétés. Et ils sont en compétition frontale avec les particuliers. Et eBay, c'est la plus grosse place de marché du monde aujourd'hui. Alors, un des piliers aujourd'hui du marketing digital, c'est l'analytique. Et l'avantage justement du marketing digital, c'est que tout se mesure, et je dirais même plus que ça, tout doit se mesurer. La plus grosse aberration aujourd'hui, ça serait d'avoir des campagnes, d'avoir des actions en digital, et de ne pas savoir le tenant aboutissant, de ne pas savoir d'où viennent les gens, quel chemin, quel parcours ils ont fait, et finalement quel retour sur investissement par rapport aux KPI, donc aux indicateurs clés pour l'entreprise, cette campagne a répondu. Là, c'est pas très compliqué. Ce que je vous montre là, c'est du live. C'est les nouvelles analyses de Google Analytics qu'on appelle multicanal, justement, qui nous montrent que, alors, si vous prenez la première ligne, on voit que les gens qui sont venus par l'email et ensuite qui sont revenus une autre fois par un accès direct sur votre site, donc ils ont reçu une fois un email publicitaire et ensuite ils sont venus en accès direct, par la notoriété créée par l'email, ça a généré 72 000 francs de chiffre d'affaires sur une plateforme e-commerce. C'est très concret pour une période donnée. Donc vous savez ça. Etc. Vous savez que les gens qui sont revenus 5 fois de suite en direct, ils ont dépensé 56 000 francs. Et ça, c'est nouveau. Ça fait à peu près une année que Google a mis ça en place et ça change complètement tout. Auparavant, on savait seulement, on connaissait seulement l'origine, ça ce sont des origines, le chemin, on connaissait seulement la dernière piste avant la transformation. Qu'est-ce qui s'est passé juste avant la transformation? Alors oui, la somme de tous les résultats de recherche. Mais ça ne voulait rien dire. C'est insignifiant de savoir que, alors qu'en fait, c'est le parcours complet qui nous révèle une histoire, qui nous enseigne et qui vous donne des pistes de campagne, d'action de terrain. Et ça change tout. Mais là, c'est comme si on avait le chiffre d'affaires de toutes ces opérations. Seulement, on sait aujourd'hui que l'organique n'existe plus, l'organique gratuit n'existe plus, l'organique gratuit. Donc il y a aussi un investissement. Oui. Tous ces outils coûtent cher en achat et en temps. En plus, les règles du jeu changent constamment. Donc je veux dire, ok, on arrive à visualiser ce revenu, mais en amont, est-ce qu'on peut chiffrer l'impact réel pour une entreprise d'arriver à ça? Parce que franchement, aujourd'hui, il faut y aller. Alors maintenant, sur ces outils-là, vous devez aussi mettre vos coûts. Ça, c'est clair que c'est un revenu généré par rapport à des chemins, mais le vrai retour sur investissement, c'est par rapport à l'investissement. Et toutes ces opérations digitales, est-ce qu'elles n'ont pas explosé? Parce que sur plein de plateformes, l'accès était gratuit jusqu'à présent. On voit que tout devient payant et les règles du jeu font en sorte que tu payes pour tout. À chaque clic que tu fais, finalement, tu vas payer. Donc, est-ce que ça ne coûte pas plus cher de faire du marketing digital? Le plus cher, certainement. Seulement, dans le marketing digital, le fait que le marketing digital est un centre de profit, ça ne peut pas être un centre de coût, dans mon opinion, et in fine. Donc, ça peut être, ce sont des coûts, et ce sont des coûts d'exploration. Moi, je les appelle ainsi. Pourquoi? Parce que le but, c'est, vous êtes obligé d'explorer pour trouver la combinaison qui est la vôtre, et qui est rentable pour vous, et qui va devenir reproductible,
est prédictible dans le temps. Et ça, c'est la notion qu'on appelle Sales de zéro. C'est-à-dire, c'est un mécanisme de vente reproductible dans le temps. Et vous pouvez le créer, mais seulement en l'ayant identifié. Donc ça demande un certain coût, je dirais laboratoire, d'aller chercher et identifier quelles sont les pistes rentables pour vous. Mais c'est clair, comme le dit très bien Victoria, maintenant il y a quasiment plus de free lunch sur Internet. Le référencement naturel, qui a été largement enfin, je sais pas exploité, mais mis en avant comme un peu la recette miracle, eh ben, déjà elle n'est pas miracle parce qu'il n'y a que 10 places dans les résultats de recherche pour tout le monde, sur chaque expression recherchée. Hein. Donc ça cause déjà un problème. Et à un moment donné, Google, il est d'accord de vous placer sur toutes les expressions qui concernent votre activité, mais vous devrez payer. Et pour ça, il y a une formidable plateforme qui s'appelle Google AdWords, qui vous permet de tester l'ensemble, de la même manière que vous testez tous les canaux, de tester l'ensemble des mots-clés qui caractérisent votre activité. Et en combinant les canaux et les mots-clés, vous allez savoir ce qui est rentable pour vous et créer des machines de rentabilité. Alors, au-dessus de ça fait une année. Ça fait une année, ça marche tout seul, c'est extraordinaire, c'est très simple à mettre en place, c'est gratuit. Depuis une semaine, Google vient d'ouvrir au grand public, c'était en bêta jusque-là, ce qu'ils appellent le Google Universal Analytics. Ils vont changer de nom en fait. Pourquoi ? Ben, c'est que là c'est une vraie campagne actuelle. Ben, vous aurez d'autres blocs, et ces blocs-là, ben, ce seront des blocs comme, alors au-delà du web, alors bien sûr les smartphones, de voir quelles sont les pistes, les visibilités sur le chemin via le smartphone, mais aussi les consoles de jeux, ou tout l'équipement connecté de la maison, ou une campagne marketing terrain, ou des appels de prospection. En fait, bref, vous pourrez greffer n'importe lesquelles de vos actions marketing au sein de cette analytique. Donc il y a soit un petit peu de technique, ou soit un peu de saisie d'une manière ou d'une autre. Hein. Évidemment, il faut de l'input, il faudra nourrir cette machine-là. Mais c'est le nerf de la guerre, puisqu'on parle de multicanal, que le multicanal est déjà là et le commerce fonctionne déjà ainsi. Vous avez besoin de savoir ce qui fonctionne et vous avez besoin derrière de le marketer aujourd'hui. Donc les outils sont là. Absolument, absolument. Alors ça, merci Victoria. C'est ce qu'ils viennent de lancer au niveau... Alors ça, ils viennent de lancer ce que je vous ai dit, Google Universal au niveau analytique, mais au niveau de la plateforme publicitaire, ils viennent de lancer l'enrichissement de leur plateforme qui fait qu'effectivement, à partir d'une simple annonce, on peut décider sur quel canal on va la pousser selon les moments de la journée. Par exemple, on a décidé que le matin était plus propice au mobile, l'après-midi à tel... Et c'est toujours la même annonce. Donc on se simplifie la vie en tant qu'annonceur. Et c'est pas juste se simplifier la vie, c'est pas juste au niveau des coûts, c'est une question aussi de visibilité. Quand on fait des campagnes Google AdWords, ça peut devenir tellement complexe qu'on perd la visibilité de saisir les opportunités qui sont pourtant sous nos yeux. On a beau être entre experts, tout ce que vous voulez, même Google, ils n'y voient rien. Donc ces outils-là nous permettent simplement, par du bon sens, par des leviers qu'on actionne comme ça, et qui sont en symétrie totale avec votre activité. Voilà, typiquement, selon certains business, ça ferait aucun sens de commencer du mobile avant 9h le matin, parce que les gens ne sont pas dessus, etc. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on met un pied carrément sur le offline. C'est que le digital, finalement, va jusqu'à analyser l'offline. Alors, pour continuer un petit peu le survol des outils marketing qui sont tendance et qui sont voués forcément à l'évolution, hein, comme tout. Le marketing automation, alors je ne sais pas si d'entre vous l'utilisent déjà,
Ça m'intéresserait de le savoir déjà. Est-ce que quelqu'un fait du marketing automation dans la salle? Non? Ah, une personne peut-être. Ok. Qu'est-ce que c'est globalement? Alors ça peut vous intéresser d'autant plus de savoir d'abord ce que c'est avant de savoir comment il va évoluer. J'aime bien cette illustration pour cela. C'est en fait des campagnes online réflexes, notamment utilisées sur l'emailing, les emails, qui vont se déclencher en cascade selon des règles préétablies et des résultats et événements successifs. Alors très simplement, vous recevez un email, selon les actions sur cet email-là, typiquement vous avez cliqué sur le bouton jouer si c'est un concours, donc vous avez un niveau d'engagement qui est supérieur à celui qui n'aurait pas du tout joué. Là, on voit qu'on identifie déjà deux comportements utilisateurs différents qui nécessiteraient une action différente par la suite. Donc ça va permettre d'automatiser tout ce flux de marketing et de réaction marketing derrière. Donc évidemment, ceux qui n'ont pas répondu, ils recevront automatiquement, après tant de jours, un email de relance ou de rappel, qui sera peut-être le même à voir. Et ceux qui ont déjà joué, ils recevront passer à la phase 2, ou ah, c'est dommage, vous n'avez pas... Enfin, voilà, vous pouvez tout imaginer. Mais évidemment, tout ça, c'est quoi l'intérêt? C'est pas juste un jeu de piège à souris, c'est d'apprendre d'une campagne réflexe à l'autre ce qui fonctionne et comment on va pouvoir optimiser tout ça dans le temps pour faire en sorte que la prochaine fois, les taux d'ouverture soient plus hauts, les taux de clics et les taux d'engagement et les taux de transformation business soient les plus hauts possibles. Donc ce sont des systèmes qui sont là pour apprendre. On touche pas loin au prédictif et c'est un petit peu, mon slide presque suivant. Effectivement. Merci Victoria. Là, alors comme vous le savez, on récolte énormément de données. C'était un petit peu ma préoccupation tout à l'heure. Donc beaucoup s'en préoccupent, peut-être nous moins que les autres, forcément. Non, on se préoccupe justement que ça se passe bien avec ça, sincèrement. Les données utilisateurs ont énormément de valeur pour l'industrie et les marques. Mais aujourd'hui, franchement, elles sont thésaurisées ou elles sont sous-utilisées. Alors, encore une fois, il y a ce débat, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire avec les données. Mais dans le futur, clairement, idéalement, on voudrait comprendre ces données. On voudrait les comprendre, on voudrait y donner du sens pour les valoriser. On voudrait pouvoir retracer les histoires à partir de cette montagne de données qui sont chaotiques sur les consommateurs, leur comportement, le contexte, le cheminement, comme on a vu. Et c'est clair que le big data, comme on l'appelle, big data, donc montagne de données, le pétrole numérique, comme on l'appelle aussi, ça permettra un profiling du consommateur très fin et ce qui découle sur une approche encore plus personnalisée de votre marketing. Alors, la personnalisation, c'est vraiment le nerf de la guerre aujourd'hui. Le marketing de masse, ça devient de plus en plus difficile puisque le consommateur a évolué. Mais ce profiling, il est difficile à définir, justement dans cette montagne de données. Il est difficile à exprimer en termes de requêtes. En termes de requêtes, par exemple, vous avez des informaticiens qui vous allez leur dire traduis-moi tel segment de population et va les chercher dans notre montagne de données, même si vous êtes structuré, même si vous avez un data warehouse, comme on dit, c'est pas facile. Ça revient un peu à chercher des aiguilles dans une botte de foin sans savoir ce que c'est une aiguille. Alors, monsieur. Moi j'ai vu à Wecom, e-marketing à Paris, il y avait un test fait Facebook avec des e-commerçants où ils ont pris des bases de données prospects. Et ces bases de données prospects ont été mergées avec Facebook. Alors ils assurent que bon, ça il faut les croire, qu'ils ne perdent pas les données, ils les concassent en micro-capsules de façon à ce qu'eux ne puissent pas les récupérer. Mais disons, et c'est des tests qui sont déjà faits en réel. Hein. Et donc, on merge ces bases de données et les informations qu'on revient, si vous voulez, la base de données prospect qui revient à l'entreprise, elle est enrichie de données
absolument réel et très riche, parce qu'on sait la vie de tous ces gens. Parce qu'ils ont, de toute façon, les gens racontent toute leur vie. Donc, voilà. Les tests qui ont donné, les résultats, c'est que ces bases enrichies faisaient que les gens qui étaient recontactés par la suite achetaient 40 fois plus que les acheteurs de ces e-marchands. Donc, c'est très important de se dire que c'est clair que la tentation, elle est là, que Facebook n'est pas là juste pour amuser le peuple, c'est une vraie base de données. Maintenant, comme tu l'as dit très justement, jusqu'où la partie légale va se... Oui, mais et là, en l'occurrence, ce n'est pas tellement un problème de données privées. Parce que Facebook pourrait très bien monétiser des segments entiers qui ont été identifiés sans du tout trahir l'identité des personnes dessous. De manière anonyme, simplement, ce sont ce que j'appelle justement des patterns. C'est-à-dire, c'est déceler des pans de population qui ont répondu, avec lesquels ça fonctionne sur des produits, sur des cibles, et finalement on s'en fiche de savoir si c'est Paul, Pierre ou Jean derrière. Alors pour Facebook, oui, mais pour le e-commerçant qui oui, voilà. reçoit à nouveau bien sa sûr. base de données enrichie, Mais pour Facebook, non. il se retrouve avec des gens qui peut trier par qui a le nom, qui a des chiens, qui a des chats, qui a des enfants, qui a une maison de vacances, qui c'est qui voyage dans tel pays. Et à ce moment-là, par recherche de mots-clés, on peut se retrouver avec un listing de gens en disant bah maintenant, ce produit, je vais faire un retargeting de l'email avec tel mot-clé. Et là, c'est clair, évidemment, on ne va pas vous chercher votre nom là-dedans dans la liste, mais disons, il y a des données qui circulent d'entreprise privée à entreprise privée alors que vous n'avez... Enfin, ça, c'est toute la question. Si personne ne met un frein à ça, les données iront d'un endroit à l'autre et chacun aura un intérêt à ce qu'elles s'enrichissent de plus en plus. Et maintenant, quid de la vie privée des gens? Je ne sais pas ce qui va se passer. C'est vrai que de manière consolidée, je pense que là, Facebook, typiquement, tient en ses mains un véritable pétrole numérique et ne devrait pas trop être inquiété dès lors qu'ils ne vendent pas l'identité derrière des personnes. Donc, on peut discuter, c'est un autre débat de savoir la valorisation de Facebook, mais je pense que dans les analystes à l'entrée en bourse, il y a ceux qui ont surréagi, mais il y avait aussi des gens qui ont compris un petit peu cela. Et je pense que cette société a quand même de gros potentiels. Dans le futur, donc, on devrait pouvoir établir des patterns de consommation, créer des opportunités de segmentation semi-automatiques selon les objectifs business prédéfinis. Alors, en fait, c'est des principes empruntés à la théorie du chaos, où la logique finit par apparaître au milieu de systèmes qui sont apparemment désordonnés. Alors, justement, on pourrait presque se dire, c'est un peu de la science-fiction, là, cette fois. En fait, ce genre de procédé, c'est quasiment certain que c'est déjà dans les systèmes de surveillance comme Echelon, antiterroriste, pour essayer de déterminer dans toutes les conversations email qui sont enregistrées au monde. Ils ne peuvent pas avoir des personnes qui surveillent tout ça, mais ils ont des algorithmes qui essayent de modéliser des patterns à risque. Et nous, ce qui nous intéresserait, ce n'est pas des patterns à risque, c'est des patterns à opportunité. Et d'ailleurs, la LAPD, la police de Los Angeles, a déjà un système qui lui permet de prédire l'apparition de crimes et de savoir dans quel quartier les zones chaudes à surveiller. Et oui, c'était dans les journaux, s'ils le disent. Une autre tendance intéressante sur le consommateur lui-même, ce que j'appelle le consommateur VIP. Alors ça, c'est une tendance qui existe déjà, qui pointe au bout de son nez dans l'hôtellerie. Alors, ça fait longtemps que ça fait 3 ans que je ne suis pas allé aux États-Unis, mais je suis sûr que chez eux, c'est du commun déjà. Mais ça commence à arriver ici. C'est l'établissement qui apporte une attention toute particulière à un certain type de clientèle qui est susceptible de faire des commentaires autour de son expérience d'achat. Alors, par exemple, c'est quelque chose que je fais moi depuis 5-10 ans. Je ne sais pas, vous connaissez peut-être tous TripAdvisor. Enfin, c'est un de ces sites de recommandations hôteliers et voilà, sur son expérience avec l'hôtel, le voyage, etc. Donc moi, j'aime bien, j'écris des articles, des recommandations. Et donc, je me suis créé une signature TripAdvisor. Alors, quand je réserve un hôtel, je ne manque pas de mettre ma signature, juste comme ça, l'air de rien, avec le lien sur mes recommandations.
Et je peux vous dire, on vous déroule le tapis rouge. Parce qu'ils voient que vous n'allez pas les manquer, dans le bon sens comme dans l'autre. Je mets dans ma signature. En fait, et d'ailleurs, j'ai écrit à TripAdvisor pour leur dire la meilleure chose que vous avez à faire, c'est des comptes email pour vos membres. Parce que vous allez déjà créer une forme d'engagement avec vos membres et votre univers professionnel, où les gens, quand ils vont réserver, ils vont utiliser blaiseraymondin@tripadvisor.com. Et du coup, ben, ça en dit long tout de suite. Alors, ça c'est une approche proactive de ma part, mais en fait, ce qui va se passer, et ce qui se passe déjà, je l'ai déjà expérimenté une fois, c'est que vous êtes googlé. L'hôtelier, il vous reçoit, il va essayer de savoir qui vous êtes. Alors ça, c'est la méthode un petit peu à la papa, de savoir qui vous êtes. Si je ne vous connais pas, je vais vous googler. Si c'est une relation professionnelle, je vais vous LinkedIner. Mais en fait, il y a des outils maintenant qui arrivent pour ça, pour essayer d'établir ce qu'on appelle un peu pompeusement l'indice d'influence d'une personne sur les réseaux sociaux, sur le web. Alors, actuellement, la plateforme dominante sur ce sujet, elle s'appelle Klout. Donc, si vous inscrivez avec votre compte Facebook ou Twitter, vous avez automatiquement, directement, votre niveau Klout de 0 à 100, en sachant que Barack Obama a 99 et Justin Bieber 92. Ils ont vachement amélioré leur algorithme de score parce qu'ils étaient à égalité avant et ils ont dû se rendre compte du problème. C'est possible. Mais ça peut être le benchmark, ce qui ne serait pas stupide de leur part. Ça, c'est possible. Mais cela dit, juste, il y a un côté un peu ridicule. Moi, j'aime pas de parler d'indice d'influence. J'appelle ça un indice de prescription, peut-être. Mais c'est là, c'est déjà là. C'est déjà en train d'être utilisé. Et vous avez peut-être, comme moi, lu des articles assez scandaleux, il est vrai, d'employeurs américains qui avaient refusé, ou plutôt qui avaient choisi un candidat plutôt qu'un autre, à CV égal, mais qui avaient simplement choisi au final celui qui avait le cloud score le plus élevé. Parce que c'est quelqu'un qui peut-être potentiellement a du relais. Et ces indicateurs, eh ben, ils risquent bien de finir aussi comme qualificateur pour votre CRM. Je ne vais pas rentrer dans le sujet, mais aujourd'hui on parle beaucoup de social CRM, et c'est clairement un indicateur qui fera partie des qualifications comme sa fonction professionnelle, son statut, notre historique de conversation et son influence sociale. Alors, la question, après la fracture sociale, la fracture numérique, est-ce qu'on va avoir une fracture de consommateurs, ceux qui y sont et ceux qui y sont pas? Il faut se poser la question. Alors, c'est clair qu'on arrive, si on parle du consommateur, on est face à un changement, à une évolution des mentalités, de l'espèce, si on veut bien. Et le constat, c'est avec cette nouvelle génération qu'on appelle Y, vous savez tous, vos anciens clients, ils diminuent. Tandis que la génération Y, elle devient la population active. En 2020, ça sera 2/3 des consommateurs qui appartiendront à ce qu'on appelle cette génération C, génération des nouveaux consommateurs. Alors, ils sont un peu particuliers, cette génération, pour plein de raisons. Je ne vais pas les énumérer ici, mais principalement, c'est que la culture des réseaux sociaux, elle a assoupli leurs relations avec les autres. C'est des gens qui veulent avoir des réponses rapides, personnalisées, face à des problèmes qu'ils rencontrent, et ils veulent avoir des gens qui les conseillent. Et ça entraîne un facteur important dans le cheminement d'achat, c'est que ce sont du coup devenus des acheteurs aguerris. Moi, j'ai presque envie de dire, c'est des professionnels presque de l'achat par opposition à la génération très crédule de nos parents. Donc ça nécessite forcément une approche très différente pour atteindre une population qui est en plus considérée comme insaisissable. Donc qui dit insaisissable, justement, on dirait, si nous-mêmes on n'arrive pas à la définir, comment est-ce qu'on va la cibler? Alors moi j'en attendrais beaucoup de ces nouveaux outils, patterns qui vont peut-être me dire, à notre place, en fait ces gens-là,
et dans tel contexte, il faut les cibler ainsi, 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 parce que c'est pas facile. Et pour cette génération-là, en plus, bien plus que de la technologie, c'est de l'empathie qu'il faut avoir, de la compréhension. Comprendre les jeunes, c'est un sujet de tous les temps, mais je pense que c'est encore plus d'actualité que jamais. Alors, dans les grandes nouveautés à venir, je dirais qu'ils vont vraiment s'immiscer dans notre quotidien, c'est les perceptive media et les connected devices. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, les perceptive media, c'est les objets, tous les objets domestiques, et y compris la voiture, qui vont petit à petit nous reconnaître leur maître pour mieux les servir. Alors, typiquement, c'est la voiture, quand vous vous asseyez, déjà, vous n'avez pas besoin de clé, elle sait que c'est vous. Et elle va vous dire, bonjour Paul, vous allez au bureau ce matin, parce qu'elle sait l'heure, elle sait où elle est. Et puis elle va vous dire, voilà, aujourd'hui, je vous propose de prendre l'autoroute de contournement, parce qu'il y a un bouchon ici, et puis vous dites oui ou non, etc. Et comme ça, ainsi pour tout. Alors, ça, c'est le perceptive media. Il y a déjà une nouvelle télé de Samsung qui fonctionne comme ça, qui est sortie, la ES9000, si je ne me souviens pas, qui reconnaît qui est présent devant le petit écran et qui, dès lors, va proposer les programmes favoris à disposition rapidement et qui va les changer. Et puis là, logiquement, on l'a sur le bout de la langue. C'est l'idéal pour la publicité. Si on sait qui est devant le poste. Et la publicité de masse n'a plus lieu d'être ou simplement elle sera complètement dépassée. Parce que dès lors que la publicité devient quelque part win-win, dans le sens qu'elle me concerne, je vais être beaucoup plus réceptif forcément, c'est pas à vous que je vais le dire. Donc voilà, dès que ma publicité m'est servie à moi, pour moi, avec les choses qui m'intéressent, je vais moins la contourner. Et donc moi je pense qu'il va y avoir de gros changements à ce niveau-là, au niveau de la télévision et l'équipement électroménager aussi. Tout l'équipement. Alors là, on parle de l'Internet des objets. Donc tous les objets de notre quotidien électroménager, qui sont déjà électriques, vont intégrer une puce et se connecter à Internet pour se mettre à jour, pour communiquer aux autres objets. Typiquement la voiture, une fois que vous arrivez pas loin de la maison, le garage s'ouvre, l'ascenseur arrive, vous rentrez chez vous, il fait déjà chaud. C'est parce que les objets ont communiqué entre eux à l'avance. Voilà. Vous avez bu 2 bières et vous n'avez plus votre voiture, vous avez un accident. Il n'y a plus d'assurance qui paie rien. Et là, vous allez me dire, la publicité, elle est où? Mais en fait, la plupart de ces objets, ils n'ont pas d'écran. Ils vont se contrôler avec les iDevice, à distance. Puisqu'ils sont connectés, la connexion, elle se fait par Wi-Fi ou voire Bluetooth. Et là, c'est une interaction qui laisse la possibilité de diffuser un message, de diffuser une accroche publicitaire. Et encore une fois, vous allez dire, oui, c'est intrusif et tout. Mais là, je saisis l'occasion pour vous dire que je pense que dans l'avenir, il y aura quasiment toujours 2 choix. Vous acceptez la publicité, ou vous l'acceptez, une publicité très ciblée, ou vous ne l'acceptez pas, mais vous avez payé soit plus cher le produit, ou vous payez des abonnements pour l'utiliser. C'est un petit peu le principe Spotify, pour ceux qui connaissent déjà cette plateforme musicale. Vous pouvez écouter 20 millions de titres gratuitement sur Spotify, gratuitement, mais vous acceptez la publicité. Si vous voulez voir disparaître la publicité sur votre plateforme favorite, qui vous suit toute la journée, parce qu'elle est extraordinaire, vous payez 6 ou 12 $ par mois. Voilà. Ce principe-là va s'appliquer à presque tout. Enfin, c'est mon pari. Typiquement, juste avant le dernier exemple, j'ai une balance connectée WeSing. Je fais un petit peu de pub, mais c'est sympa. Donc sur ma balance, ça enregistre l'évolution de mon poids. Et je peux suivre l'évolution de mon poids sur le mobile ou sur le web. Et c'est encore relié à la course à pied, à mon capteur pour la course à pied. Donc ça peut croiser des données assez intéressantes au niveau physiologique. Mais c'est le truc idéal. Je n'ai pas compris pourquoi j'ai pas eu encore la pub Weight Watcher parce que j'ai pris 3 kilos cet hiver. Ça serait juste idéal.
Voilà. Et là encore, c'est rien de fou ce que je vous dis là. C'est juste que ça va arriver, mais forcément. C'est juste le next step. Et si c'est pas dans 2 ans, c'est demain matin. Alors, juste une parenthèse sur la nécessité de l'apport de valeur dans la publicité de demain, puisque tout est ciblé, tout est personnalisé, tout finalement devient win-win. C'est aussi un plus pour le consommateur. La pub est moins intrusive. Que penser d'une campagne traditionnelle comme celle-ci qui exclut d'entrée de jeu 3/4 de la population, hein? 100% des hommes passent leur chemin, et encore les femmes de moins de 25 ans et plus 60, je ne suis pas très pro dans les cosmétiques, mais ça doit être à peu près ça, ça ne les concerne pas. Donc, selon moi, ce genre de publicité n'a pas trop d'avenir. Et là aussi, dans le street marketing, il y a plein de choses qui se préparent, et notamment la possibilité, alors les displays numériques, on en a déjà vu, vous avez déjà vu, mais parmi les choses que j'ai captées en veille, c'est la possibilité d'avoir 2 images différentes selon l'angle de vision du passant. Donc à 45 degrés, le passant qui passe à droite et celui qui passe à gauche, si c'était un affichage sur un mur par exemple, il verrait une image différente. Donc ça, apparemment, technologiquement, c'est déjà possible. En plus, il suffit d'avoir des capteurs au-dessus de l'affiche qui vont scanner la foule qui passe devant l'affiche à cet instant-là sur l'angle dit, pour savoir exactement si vous devez mettre une pub pour un parfum d'homme ou bien le cosmétique femme à ce moment-là. Donc voilà, ça c'est des choses qui vont... C'était les femmes qui achetaient des produits jusqu'à maintenant. Maintenant, peut-être grâce au web, les hommes vont enfin faire leurs courses. Ça va peut-être changer quelque chose. Oui, peut-être. Ouais. Alors, dans le futur, je crois que la pub sera acceptée seulement si elle s'avère utile dans le quotidien du consommateur. C'est presque de l'information. Voilà. Et là, encore une fois, il y a toujours le palier à savoir, mais c'est une vraie question, est-ce que l'identification dont je vous parle là, immédiate de la foule, est-ce qu'on va essayer de savoir qui c'est qui est dans cette foule-là, ce qui est technologiquement déjà possible, hein. Ça c'est effrayant, mais c'est possible technologiquement. Ou simplement le fait, alors ça serait un problème, on est d'accord, et ça le sera, mais simplement de savoir, d'avoir identifié à la volée qu'il y avait 80% d'hommes dans une population, est-ce que c'est un problème? Je ne crois pas. Alors, certains diront que par rapport à des caméras de rue qui surveillent et qui filment déjà la population, je ne pense pas que ça soit plus un problème. En tout cas, c'est les futurs débats. Je pense que le temps passe assez vite. Ouais, je vais accélérer un petit peu. La géolocalisation, c'est aussi un des grosses opportunités. Typiquement, si ça vous intéresse, je vous conseille d'essayer l'application Foursquare pour celles qui ne la connaissent pas. Aujourd'hui, c'est un jeu où on joue dans la rue, à dire où on est, où on n'est pas. C'est peut-être le futur des guides touristiques, mais je pense surtout que c'est déjà surtout la plus grosse base de données au monde de lieux d'intérêt. De lieux d'intérêt et de gens qui ont donné des commentaires sur des restaurants, sur des emplacements. C'est plus gros que tout ce que vous avez pu imaginer. Et si ce réseau social est racheté un jour par un Facebook, par un Google, ou bien fusionne avec un TripAdvisor, ça va être juste la révolution au niveau du marketing, ce que j'appelle local business, du marketing de proximité pour les business. Alors, les wearable devices, donc le iWatch, on parle beaucoup d'extension du corps humain. Hein. Alors, est-ce que nos habits seront bourrés d'électronique? Moi, ce qui me paraît surtout évident, c'est clair, et c'est pour ça que je crois à la iWatch, c'est que physiologiquement, l'endroit du poignet, c'est juste idéal. Donc c'est clair que là aussi, c'est une question de temps. Pourquoi la iWatch, on en parle maintenant? C'est parce qu'elle commence à devenir possible. Mais en fait, il y a encore des gros problèmes, surtout dus à la batterie et peut-être au rayonnement, des choses comme ça. Mais c'est sûr qu'elle va arriver et que aussi là, les possibilités publicitaires, elles ne sont pas moindres. Je dirais que c'est un peu les mêmes que celles sur le mobile. Mais là, cet objet, on va pas le quitter. Il fait partie de nous.
Et donc les applications gratuites, sponsorisées, qui vont être toute la journée avec nous, en continuité de notre bras, ben c'est un engagement de la marque ou d'une entreprise qui est incroyable. Alors la réalité augmentée, bientôt une commodité. Vous avez tous entendu parler des lunettes Google qui arrivent. Victoria a eu la chance de les voir. Il y a 60 personnes sur la Terre, je pense. Juste, on va accélérer un peu, mais juste petit exemple là. Ça, c'est la démo des Google Glasses, donc des lunettes, où l'idée, c'est que quelqu'un avec les lunettes descend à son métro, et puis il a tout de suite une alerte qui lui dit « ben non, le métro est bloqué ce soir ». Et là, ben, vous me voyez venir. C'est quoi la suite? C'est qu'il y a la petite Google AdWords en haut à droite qui vous dit il y a Bob le taxi qui est juste à l'angle de l'autre côté, et ben, il te fait 10% si tu viens dans les 5 minutes. Voilà. Donc, voilà, où on peut aiguiller sa publicité en multiplateforme. Parce que les plateformes se démultiplient. Et là, ils en rajoutent une très très grosse, qui est celle de la rue. Alors, est-ce que tout ça va être très envahissant? Peut-être, déjà c'est un choix, celui qui l'apporte. mais finalement, ben, ça va être encore une fois cette rencontre et ce win-win des annonceurs. Je suis à Zermatt avec les Google Glasses. Si je vois qu'il y a la fondue chez Maurice, ou plutôt la promenade en calèche à moitié prix dans l'heure suivante, ben c'est un gain, c'est une vraie offre, je risque de la saisir. Donc dans l'immédiateté, là, il y a des choses intéressantes qui vont arriver. Rapidement aussi, un autre concept que je trouve sympa, et il n'est pas du tout anecdotique, c'est ce qu'on appelle la gamification dans les campagnes marketing. C'est le fait d'apporter une dimension ludique et de plus en plus dans la rue. Donc c'est un petit peu la fusion de l'événementiel, d'avoir des campagnes de rue qui se rejoignent dans les réseaux sociaux, qui se complètent, qui vont se poursuivre sur les réseaux sociaux. Et ça apporte un mix avec un engagement sans égal aussi pour la marque. Et là, clairement, alors si encore vous rajoutez des lunettes Google, vous voyez les zombies qui vous courent après pour le lancement d'un film, enfin, ça peut être fou, les possibilités. Et donc, encore une fois, puisqu'on a forcément le mix avec le virtuel, ça veut dire que l'engagement peut être mesuré, que le retour sur investissement peut aussi être plus ou moins établi. On l'a déjà un peu évoqué avant, donc l'évolution des plateformes de publicité en ligne. Moi, j'aurais envie juste de souligner qu'effectivement, Google a 10 ans d'avance sur les autres plateformes, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont moins de potentiel. Typiquement, le jour où le search, donc la recherche sur Facebook devient réellement effective, ça va lui apporter beaucoup. Ça va lui apporter beaucoup parce que aujourd'hui, on est sur de la publicité qui est sous format display, qui est un peu intrusive sur Facebook, et elle n'est pas en réponse à un besoin. Et lorsque la publicité sur Facebook, à l'instar de Google, va répondre aussi à un besoin, va être contextuelle, voilà, je cherche un bon restaurant à Morges, vous exprimez ça sur Facebook, pourquoi vous allez le faire d'ailleurs? C'est parce que vous avez envie de voir qui, dans vos amis, ont eu des conversations dans les 10 ans passés, peut-être sur un restaurant à Morges, et il n'y a rien de mieux comme prescripteur que vos amis. Mais là, vous aurez de la publicité contextuelle qui va aussi vous montrer des restaurants à Morges, et c'est pas nul comme publicité, puisque c'est exactement ce que vous cherchez. Donc, ouais, donc c'est un petit peu ça. Donc, ouais, le gag, c'est est-ce que la TV va être sur Facebook, ou est-ce que c'est Facebook qui est repris par la télé, puisqu'ils ont un peu tendance à reprendre tout ce qui se passe sur Facebook à la télé.
Une autre émergence sur les réseaux sociaux, ça peut être le sponsoring des particuliers, puisque le premier émetteur de Facebook, le premier émetteur de contenu, le premier créateur de contenu, ben c'est chacun d'entre nous. Les marques pourraient être très intéressées à ouvrir une plateforme publicitaire à destination de nous, du C2C comme on dit, dans le sens où vous faites une descente en ski en GoPro. Je ne sais pas si vous connaissez la caméra sur la tête, c'est à la mode cet hiver où tout le monde se filme en GoPro. Eh bien pourquoi pas, vous dites, bon, ben, c'est sympa, mais je vois que j'ai beaucoup de vues, j'ai 500 vues à chaque fois. Eh bien je vais sur cette plateforme publicitaire chercher, voir si Red Bull ne veut pas sponsoriser mon week-end en ski. Et puis voilà, et puis je le fais toute l'année, et puis je le fais l'été, je le fais l'hiver, j'ai 50 vidéos, à chaque fois j'ai tant de clics, et puis tiens, ben, à la fin de l'année, j'ai gagné 500 francs juste avec ça. Donc c'est le genre de participation et d'engagement qui nous tend les bras aussi, c'est évident que ça va arriver. Je vais accélérer. YouTube c'est énorme et c'est peut-être un modèle pour la télévision, en sachant déjà que YouTube a un ROI, un retour sur investissement apparemment 2,4 fois celui de la télévision. Le prochain truc de YouTube, ça va être la traduction simultanée. Il y a déjà les sous-titrages simultanés, mais c'est évident que la traduction simultanée, en plus en réutilisant la tonalité de l'orateur, donc vous allez pouvoir... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je l'ai vu chez Microsoft il y a une semaine, vous faites mon discours ce soir, filmé, demain je le repasse au chinois avec ma voix. Et ça, j'ai vu la démo de Microsoft, c'est impressionnant. Donc juste, pourquoi je vous montre YouTube, c'est que je pense que c'est un vrai modèle aussi de publicité, puisque la publicité est contextuelle, vous avez des AdWords de publicité qui vient sous les vidéos, et alors, elle est un peu intrusive, mais elle est souvent assez juste, elle est de plus en plus juste par rapport au contenu vidéo lui-même, donc finalement elle est moins intrusive, et je pense que la télévision traditionnelle devrait vraiment regarder ça, parce que je pense que là, il y a un moment donné où il va y avoir le tipping point, où les gens, ils vont plus regarder la télé, ils vont regarder YouTube. Enfin, c'est un peu mon point de vue. Donc la télé, on en a déjà parlé. Elle sera perceptive, connectée, sociale, parce qu'on raconte ce qu'on voit. Commerciale, alors le truc aussi qui paraissait évident, c'est que la télé va être tactile. Et qui dit tactile, dit aussi sensoriel, où l'exemple que j'aime bien, c'est la cravate de Darius me plaît bien ce soir. Je la touche, et puis je démarre un cycle d'achat e-commerce pour cette cravate-là. Donc ça, c'est... Je pense que d'une manière ou d'une autre, on approchera quelque chose qui y ressemble, ça semble juste évident. Le marketing en temps réel, c'est aussi une des grandes tendances. C'est le fait que quelque chose se passe dans l'actualité, et vous allez en 1 heure, en 2 heures, en 1 jour, vous allez vous insérer dans cette actualité avec une campagne publicitaire. Et les nouveaux moyens technologiques le permettent très bien. Twitter est parfait pour ça, s'inscrit dans le temps réel. Et voilà. Et donc, pour ça, on devrait être capable de créer des campagnes en quelques heures. Donc, ça va demander une réactivité marketing qui, jusque-là, voilà, on n'est pas forcément habitué à ça. Mais les outils viennent aussi à la rencontre de ces besoins-là, puisque clairement, on arrive sur le web, on a quasiment plus besoin de programmation, de développement pour créer un site web aujourd'hui. Et je pense que c'est clairement une des tendances. Une des tendances, c'est typiquement sur une plateforme comme Wix, c'est zéro code informatique. Vous pouvez faire un site très rapidement, enrichi, en HTML5, sans flash, mais très très moderne, en quelques heures, sans ligne de code. Et en plus, qui se diffuse sur multiplateformes, sur le mobile. Et voilà. Donc ça, c'est une des grosses tendances. Et moi, j'ai envie de dire, vive les agences créatives, parce que la créativité est plus importante que jamais. Les agences, elles doivent désormais créer des leviers d'engagement qui viennent à bout de cette journée si complexe, cette journée d'achat toujours plus complexe. Les agences créatives, elles doivent faire leur R&D afin d'être capables de prendre tout ce qu'on a vu ce soir, de l'anticiper, puis de la proposer au plus rapidement possible comme une innovation au service de l'expérience
pour atteindre le consommateur qui va réagir différemment selon chaque canal. Hein. Donc ça, je pense, la créativité, c'est peut-être une autre forme de créativité comme on l'entendait jusqu'à présent. C'est pas seulement la créativité design, subjective, ça va être la créativité d'aller créer ces déclencheurs. Je crois que vu l'heure, je vais passer à la conclusion, j'en loupe un, c'est pas grave. Ma conclusion, c'est que le terrain de jeu du digital s'agrandit pour se confondre avec le réel. Et que le client, enfin, finalement, c'est vraiment le seul roi. Hein, on a souvent entendu parler du contenu est roi, mais en fait, non, c'est le client qui est toujours le roi, c'est vieux comme le monde. Et puis dans 10 ans, les Chief Marketing Officers auront cédé leur place à des Customer Chief Officer. Et ça, c'est aussi assez une évidence, c'est-à-dire que le consommateur, le client est au centre. Le digital, il permet d'expérimenter, de tester et de retester. Et c'est vraiment la clé pour conserver ce qui fonctionne, pour générer du revenu de manière prédictible, reproductible sur le long terme. Les gagnants du futur, c'est ceux qui sauront saisir avant les autres les opportunités des nouvelles technologies pour les mettre au profit du couple sales and marketing via de l'expérience et de l'engagement. Voilà. Merci.